Laura Rodriguez qui est chargée de promotion secteur enseignement scolaire. Bonjour Laura. Bonjour. Aude Richard qui est chargée de promotion secteur enseignement supérieur. Bonjour Aude. Bonjour. Marielle Godin qui était avec nous tout à l'heure et qui va revenir, qui est chargée de promotion Europass. Alors première question pour vous, Laura Rodriguez. On a vu dans la séquence précédente un éventail énorme de possibilités qu'offre le nouveau programme Erasmus+. Beaucoup de possibilités, mais c'est vrai que si on veut commencer, on a dit que le nouveau programme allait être simplifié. Il faut quand même aller pas à pas. Vous allez nous dire comment on fait, par quoi on commence, des conseils pour débuter le programme. Est-ce qu'il y a déjà des ressources pour accompagner les personnes qui débarquent ? Oui, bien sûr. Alors, l'agence, elle met à disposition des futurs candidats un ensemble de ressources, d'outils, d'aides pour accompagner donc les personnes qui veulent se lancer pour une première fois dans le programme Erasmus. La première information à savoir, c'est qu'un programme Erasmus, ça prend du temps à se préparer. On ne monte pas ça du jour au lendemain. Donc il va y avoir plusieurs étapes à suivre. La première étape, ça va être de s'informer, savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire dans le programme Erasmus+, quels financements sont disponibles, quelles activités je peux réaliser. La deuxième étape sera de définir son projet, c'est-à-dire je veux faire quoi, moi, avec qui, quel public, quelles activités. Et ensuite, se lancer dans la rédaction de la candidature. Donc là, dans cette séquence, on va essayer de voir ces trois parties-là. Je m'informe, je définis mon projet et je candidate. Donc première étape, comme je viens de le dire, c'est de s'informer sur les possibilités du programme. Donc pour ça, le premier site vers lequel on peut renvoyer les candidats, c'est bien sûr le site de l'agence Erasmus+, qui en lui-même regorge de plein d'informations, à la fois sur le programme, sur les actualités de l'agence, sur les appels à candidature, etc. Vous pouvez par exemple vous inscrire à la newsletter de l'agence. C'est une newsletter qui est mensuelle, qui met en valeur certains projets qui ont été financés, qui tiennent aussi les candidats informés des actualités, des événements proposés par l'agence aussi à destination des candidats. Et pour suivre les actualités en direct, vous pouvez bien sûr vous abonner aux pages des réseaux sociaux de l'agence, que ce soit donc Facebook, LinkedIn, etc. Et suivre aussi la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de tutoriels vidéo mis à disposition par l'agence, qui sont donc tous disponibles sur YouTube. Est-ce qu'il existe, Laura Rodriguez, des conditions préalables à connaître avant de se lancer, d'imaginer un projet avec Erasmus+? Oui, alors il y a quelques grands principes à connaître. On a vu qu'il y a beaucoup de champs qui sont couverts par Erasmus sur les volets éducation, formation, jeunesse et sport, que toutes les structures qui sont actives dans ces champs-là peuvent trouver leur place dans le programme. Quelques grands principes tout de même avant de se lancer. Le premier principe, c'est que les financements Erasmus+, les projets, ils répondent à des appels à propositions annuels. C'est-à-dire qu'on ne candidate pas à n'importe quel moment de l'année pour déposer un projet. Il y a un appel à candidature qui est lancé par la Commission européenne. Et donc, pour obtenir des financements, il faut répondre à ce calendrier. Connaître le calendrier. Et connaître le calendrier, à quel moment je peux déposer quel type de projet, les deadlines, etc. Le deuxième grand principe, c'est qu'il est possible pour une structure de déposer plusieurs projets Erasmus en même temps. C'est-à-dire que si une structure veut avoir un projet sur une thématique, un autre projet sur une autre thématique pour un autre public, elle peut bien sûr prétendre à différents types de financement et répondre à plusieurs candidatures, soit la même année, soit au fil des ans. Les projets Erasmus, on est sur un cadre contractuel qui est d'une période qui peut aller de 6 mois à 3 ans. Et bien sûr, les objectifs sur ces projets ne seront pas les mêmes si on a un projet de courte durée ou un très long projet de 3 ans. Donc ça, c'est un principe important aussi à savoir. Autre principe, c'est la gestion financière qui est plutôt simplifiée. Pour ceux qui ont expérimenté d'autres types de projets où il faut avancer les fonds, obtenir des cofinancements, etc. Sur Erasmus, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Et la plupart des apports financiers, des financements, sont forfaitaires. C'est-à-dire qu'on ne demande pas au candidat de calculer son budget au centime près, ce qui simplifie quand même beaucoup la candidature. Ça, c'est quand même assez rassurant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas experts de gestion financière. Et d'ailleurs, certains se disent aussi, mais ça doit être très lourd de se lancer dans un projet de ce type seul. Oui, alors c'est pour ça que nous, ce qu'on essaie vraiment de faire comprendre aux candidats, c'est qu'on ne se lance pas tout seul justement dans un projet. Ce n'est pas un projet individuel, un étudiant ne peut pas du jour au lendemain se dire je veux partir en mobilité ou un enseignant se lancer seul. L'idée c'est qu'on est bien sur des projets de structure. On engage sa structure dans une démarche d'ouverture à l'Europe. C'est d'ailleurs le représentant légal de la structure qui signe la contractualisation avec l'agence et la Commission européenne. Donc responsable légal, que ce soit président, présidente d'association, d'université, chef d'établissement. C'est cette personne-là qui est signataire du document.
Et donc il est bien sûr conseillé d'avoir ce qu'on appelle une équipe projet, une équipe pour piloter le projet, avec des personnels dedans qui soient aussi bien des profils, donc personnels de direction, mais aussi des gestionnaires financiers, trésoriers d'associations, etc. Donc voilà, on est vraiment sur une équipe projet, on engage la structure sur une stratégie d'ouverture à l'Europe, donc on ne fait pas tout ça, on va dire, tout seul dans son coin. Dernier grand principe peut-être aussi, on parlait de conditions préalables, il y a quand même une condition qui est notamment pour l'enseignement supérieur, qui est l'obtention de la charte ETCHE. Donc ça c'est la charte, ça a été vu sur la séquence précédente qui était déjà sur l'ancien programme. Nouveau, voilà, c'est la condition préalable pour tout établissement de l'enseignement supérieur qui veut se lancer dans Erasmus, que ce soit pour des projets de mobilité ou pour des projets de partenariat. Donc ça c'est, voilà, on ne peut pas y échapper, la charte ETCHE elle est obligatoire. Et donc nouveauté du programme 2021-2027, c'est l'accréditation qui donc peut s'obtenir pour les autres secteurs éducatifs, l'enseignement scolaire, la formation professionnelle, l'éducation des adultes, et qui donne, on va dire, des facilités d'accès au financement pour la mobilité. Donc elle n'est pas indispensable pour les partenariats, mais ça c'est les principes quand même à connaître avant de se lancer. Donc se documenter, monter une équipe, comprendre ce que sont les accréditations. Aude Richard, pour quelqu'un qui n'a jamais monté de projet Erasmus, ça reste quand même un peu flou. Comment est-ce qu'on fait pour bien comprendre ce qu'est un projet Erasmus? Oui, alors effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir les projets qui ont été financés par le passé. Comme ça peut donner des idées de ce qui a été fait, soit autour de soi, soit dans la thématique dans laquelle on travaille. Pour ça, il y a deux sources assez intéressantes à consulter. Donc, sur le site de l'agence Erasmus, vous avez accès à ces deux plateformes. Donc, d'un côté, la galerie des projets. Donc là, c'est l'agence française qui a mis de côté tous les bons projets avec des établissements français. Donc là, vous pouvez consulter les projets Erasmus qui ont été financés par le passé. La galerie est assez claire, assez simple, on y rentre par domaine. Donc vous choisissez votre secteur éducatif, scolaire, enseignement supérieur, le type de projet que vous voulez déposer, de la mobilité, des partenariats, et enfin les thématiques. Donc c'est là où c'est intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que Erasmus s'ouvre à toutes les structures, qu'elles soient grandes, petites, et quel que soit le secteur dans lequel elles travaillent. Donc vous pouvez par exemple consulter des projets qui ont été faits au niveau de l'inclusion pour les publics en difficulté, autour de la citoyenneté, de la culture, de l'employabilité, enfin voilà, tous ces vastes sujets sont abordés. Il y a un deuxième site qui est le pendant de celui-ci, mais au niveau européen, c'est E+PRP. Donc la plateforme de résultats des porteurs de projets Erasmus. Et alors là, c'est sous le même format, c'est-à-dire qu'on a un résumé de tous les projets qui ont été financés par le passé depuis 2007. Et là, par contre, ça concerne tous les pays européens. Donc on a une vision encore plus large des sujets traités par Erasmus. On parlait des documents tout à l'heure. Il faut se documenter, c'est la première étape pour bien comprendre ce qui est attendu. Il y a un document de base incontournable, Aude Richard, c'est le guide du programme Erasmus+. On l'a un peu évoqué d'ailleurs en première partie de matinée. Il n'est pas encore publié, là, il va arriver. C'est vraiment la Bible. Exactement, c'est la Bible, le document de référence, le guide du programme Erasmus+. À savoir, il paraît tous les 7 ans, donc c'est pour ça que celui-ci, on l'attend. Et après, tous les ans, il est réactualisé. Donc là, on attend le programme 2021-2027, qui devrait arriver au printemps, donc courant du mois de mars. On y trouve toutes les actions financées par Erasmus, toutes les activités qui sont possibles de faire, les publics éligibles, les modalités de candidature. Donc c'est vraiment le document à consulter. Il évoque tous les secteurs éducatifs, toutes les actions clés. Et bien sûr, on y retrouve les priorités européennes en matière d'éducation et de formation. Donc là, c'est vrai que c'est la grande ligne directrice sur quelles sont les thématiques qui sont mises en avant pour les années à venir. Ça peut être la lutte contre l'illettrisme, contre le décrochage scolaire, et encore, il y en a vraiment beaucoup. L'architecture se fait suivant des actions clés. Donc là, on vous a fait un petit schéma. On a essayé En gros, c'est un extrait du guide, où on vous montre quelques financements qui sont possibles. Donc vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors on a mis l'enseignement supérieur à part parce que, voilà, on l'a vu, il faut la charte ETCHE de l'enseignement supérieur pour accéder à tous les projets finançables par Erasmus. Donc ça, c'est un prérequis. La charte qui est l'équivalent de l'accréditation. Et alors on a l'équivalent de l'accréditation pour les autres secteurs éducatifs. Donc les autres secteurs éducatifs de, par exemple, l'enseignement scolaire, la formation professionnelle ou l'éducation des adultes.
Voilà, quand ces structures-là veulent faire des mobilités d'individus, faire partir des personnes de leur structure, il est recommandé effectivement d'avoir l'accréditation pour qu'après que les financements soient simplifiés, la demande de financement soit simplifiée. À savoir, l'accréditation ou la charte, une fois qu'on l'a, elle est valable durant toute la durée du programme, pendant 7 ans. Donc c'est vraiment, voilà, à un moment, il faut la demander et après, hop, c'est le passeport pour plein d'autres activités. On a fait un point très complet sur l'accréditation tout à l'heure, donc je vous invite à regarder d'ailleurs la séquence en replay pour ceux qui prendraient les discussions en cours de route. Donc je vois là sur cette slide mobilité partenariat, c'est toujours l'action clé 1 mobilité, l'action clé 2 partenariat. Comment on sait si on veut monter un projet plutôt mobilité, plutôt partenariat, et le secteur éducatif aussi, comment on le détermine? Oui, alors là, on arrive en fait sur la deuxième partie qui va être d'essayer de définir son projet. C'est-à-dire justement, qu'est-ce que je veux faire, quelle action clé je veux cibler, quel est mon secteur éducatif. Donc on arrive dans cette phase où il va falloir cadrer un petit peu son projet. Nous, ce qu'on conseille aux candidats, c'est de se poser un ensemble de questions, d'essayer d'y répondre, et c'est ce qui permettra justement de définir le secteur éducatif, l'action clé, et on va dire quelles activités on veut réaliser. Alors la première question à se poser, c'est qui? Et cette question-là, elle entraîne déjà d'autres questions. La première question, c'est donc qui pilote le projet? On a vu, c'est un projet de structure, donc il va falloir déterminer quelle structure va déposer ce projet et coordonner le projet ensuite. Il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on va se lancer dans un projet Erasmus pour juste sa structure ou pour une structure et d'autres structures partenaires, ce qu'on appelle donc nous un consortium, c'est-à-dire un projet qui regroupe une structure coordinatrice et d'autres structures partenaires. Pour vous donner un exemple, un CFA d'une branche professionnelle donnée, admettons un CFA du BTP, qui veut se lancer dans un projet, peut soit se lancer pour sa structure même, pour son CFA, faire partir ses apprentis et ses personnels, mais il peut aussi faire le choix de candidater avec d'autres CFA ou lycées professionnels de cette branche professionnelle sur un territoire donné, donc pour avoir un projet, on va dire, de plus grande envergure. Donc ça, c'est qui pilote. Ensuite, qui participe. Ça, c'est une vraie question à se poser. Donc, qui participe et aux différents aspects du projet. Donc, qui va participer à sa gestion, à sa coordination. Donc là, on revient sur la notion d'équipe de pilotage que j'ai abordée tout à l'heure, et qui va participer aux activités. Donc ça peut nécessiter, par exemple, un appel à intérêt dans votre structure. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnels qui sont intéressés pour partir en mobilité, participer au projet? Et enfin, qui en bénéficie, et ça c'est une notion qui est très importante dans le programme Erasmus, notamment pour l'action clé 1 mobilité. Nous, on parle de bénéficiaires finaux, c'est-à-dire qui va bénéficier à terme des impacts et des résultats du projet. Je vous donne un exemple concret pour que ce soit peut-être plus parlant. Admettons, je suis directrice d'une école primaire. Je décide donc de faire un projet Erasmus de mobilité pour faire partir mes personnels, pour qu'ils aillent se former sur une thématique ou observer des pratiques en Europe. Donc les participants, bien sûr, ça va être ces personnels qui vont partir eux-mêmes en mobilité. Les bénéficiaires finaux, ça restera toujours les élèves de mon école primaire, donc là en l'occurrence du secteur scolaire. C'est comme ça qu'on peut déterminer le secteur. On va prendre un cas de figure. Je suis enseignante d'un lycée polyvalent qui offre à la fois une formation générale et des filières professionnelles. J'ai des classes de BTS. Je suis dans quel secteur finalement ? Oui, alors là c'est un très bon exemple, parce que c'est l'exemple le plus parlant, on va dire, d'une structure qui relève de plusieurs secteurs éducatifs. L'exemple du lycée polyvalent, donc on a à la fois des filières générales, comme vous le dites, qui elles relèvent du secteur enseignement scolaire, des filières professionnelles qui relèvent du secteur enseignement et formation professionnelle. Et pour les sections de BTS, là on est sur du niveau post-bac, donc on relèvera du secteur enseignement supérieur avec donc la charte Etche. Pour pouvoir faire un projet pour tous ces publics-là, il faudra en effet déposer une demande d'accréditation ou la charte Etche pour l'enseignement supérieur sur chacun des secteurs. D'accord ? Sachant que dans tous les cas, pour vérifier l'éligibilité de sa structure et des publics qu'on veut faire participer, le document légal, le cadre légal de ça, c'est le bulletin officiel de l'éducation nationale. Il y a une circulaire qui paraît tous les ans et qui définit justement quel public est éligible sur quel secteur éducatif. Donc c'est vraiment ce document-là qui aide justement à se positionner sur un secteur plutôt qu'un autre.
Il y a une autre grande question à se poser, c'est pourquoi aussi je veux monter un projet? Oui, alors ça c'est une question qui est évidente, mais qui demande en fait quand même de réfléchir dessus, parce qu'en plus ça va être un élément très important dans la candidature, se poser la question pourquoi je fais un projet, quel est le besoin dans ma structure qui fait que j'ai justement envie de participer à un projet européen. Donc ce qu'on conseille nous aux candidats, c'est de faire un vrai état des lieux, une vraie analyse de besoins dans la structure, constater, voilà, je suis une structure associative de l'économie sociale et solidaire, je travaille avec un public en réinsertion et je travaille autour du numérique. Je me rends compte que mes personnels, ils ont des pratiques qui peuvent être améliorées sur justement l'inclusion par le numérique, on a envie d'aller voir un peu ailleurs. Ça, c'est l'état des lieux, l'analyse des besoins, et c'est ça qui va déterminer les objectifs. Donc là, les objectifs, dans ce cas-là, seraient la montée en compétences des formateurs autour des questions du numérique. C'est ce qui va déterminer les activités. Ça veut dire que dans ce cas-là, dans ce projet-là, je vais faire de la mobilité de mes formateurs pour aller observer des pratiques peut-être dans une structure qui travaille sur ce sujet-là au niveau européen. Et c'est ce qui va déterminer les résultats que j'attends. Et ça, c'est des vraies questions à se poser. Quels sont mes besoins? Quels sont les objectifs? Les activités, on va dire que c'est les moyens d'atteindre ces objectifs et il faut déterminer dès le début les résultats qui sont attendus. Et ça, c'est vraiment des questions qu'on retrouve dans la candidature et qui méritent de faire un vrai temps de réflexion en amont dans sa structure. Et c'est ce qui fait qu'on a un bon projet finançable. Exactement, pas, là on est vraiment sûr. sur les aspects qualitatifs du projet en fait. Sur quelle thématique on peut travailler? Il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités, Aude le mentionnait tout à l'heure par rapport au projet dont on peut s'inspirer. Vous avez vu aussi les thématiques phares du nouveau programme qui ont été annoncées donc, par les collègues sur les précédentes sessions. Évidemment, il y a des priorités qui sont données à la fois au niveau européen et au niveau national qui déterminent les sujets d'actualité de la politique d'éducation et de formation. Parmi celles-ci, on peut imaginer un projet qui travaille sur l'éco-responsabilité, le développement durable, grosse priorité du programme 2021-2027. On peut imaginer un projet, et ça c'est des notions qui sont clés au cœur du programme, autour des compétences. Les compétences, donc que ce soit les compétences clés, des compétences transversales, des compétences métiers, et que ce soit pour les apprenants ou pour les personnels. Ça, c'est vraiment une thématique qu'on retrouve dans beaucoup de projets. On a vu aussi qu'une grosse priorité pour le programme 2021-2027, c'est l'inclusion. Et donc, on peut avoir bien sûr des projets autour de cette thématique de l'inclusion. Par exemple, ici, l'égalité des genres, mais ça peut être aussi l'accès au programme pour les personnes en situation de handicap. Il y a plein de thématiques autour de l'inclusion qui sont bien sûr des thématiques très pertinentes pour les projets Erasmus. Évidemment, la notion de compétences linguistiques, dès qu'on pense projet européen, bien sûr, l'idée de pouvoir faire monter en compétences, que ce soit les personnels ou les élèves dans les langues, c'est une thématique qu'on retrouve dans beaucoup de projets. Mais on peut aussi imaginer un projet qui souhaite une structure qui souhaite juste travailler sur de l'innovation pédagogique, que ce soit travailler sur l'amélioration des référentiels de métiers, de compétences, de formation, etc. Donc tout ça, c'est des projets qui sont finançables sur Erasmus et on va dire c'est qu'un aperçu de ce qu'il est possible de faire. Ouais. Donc la question suivante, c'est avec qui? Oui, et avec qui? Et là aussi, c'est compliqué. Depuis le début de la matinée, on dit il faut des partenaires. Oui, alors en fait, le avec qui, c'est une question qui est tellement évidente que des fois on passe un petit peu à côté. On est sur un projet européen, donc évidemment la notion de partenaire, de structure d'accueil, elle est prépondérante. Pourquoi mon projet, je ne le fais pas au niveau national avec des partenaires locaux? Quelle est la plus-value de le faire au niveau européen? Donc bien sûr, il va falloir, dès le début de la réflexion, se poser la question avec qui je veux travailler, qui seront les partenaires dans le cadre d'un partenariat et surtout, quel sera leur rôle, quelle est leur plus-value, est-ce qu'ils ont une expertise sur un sujet donné qui fait que je veux travailler avec eux? Et pour des projets de mobilité, quelles seront les structures d'accueil qui va accueillir mes personnels ou mes apprenants en mobilité? Alors, Laura, comment on trouve ensuite des partenaires? Ou plutôt, où trouver des partenaires pour faire référence aux ressources qu'on avait citées, tellement importantes au début? C'est un sujet qu'abordera Marielle tout à l'heure. On a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition des candidats pour justement trouver des partenaires. Marielle vous présentera eTwinning et EPAL, qui sont deux plateformes sur des secteurs qui vont de l'enseignement scolaire à l'éducation des adultes, qui ont en fait sur chacune des plateformes un outil dédié vraiment à la recherche de partenaires. On peut aussi aller consulter la plateforme des résultats de projet dont parlait Aude en début de séance.
qui justement présentent tous les projets qui ont été portés et les structures qui les ont portés. Donc ça peut être l'occasion, je vais travailler sur telle thématique, je vais voir les structures qui ont déjà déposé des projets sur ces thématiques-là et peut-être contacter ces partenaires. Et on peut aussi participer à ce qui s'appelle donc les rencontres européennes Erasmus+, donc les TCA, les activités de coopération transnationale, qui sont en fait des événements organisés par les agences nationales, donc toutes les agences qui gèrent le programme Erasmus dans chaque pays au niveau européen. Et ces agences donc, organisent des événements qui sont des séminaires de contact, c'est-à-dire qu'autour d'une thématique, on fait échanger différents potentiels candidats. Donc c'est l'occasion d'aller rencontrer des futurs partenaires, de tisser des premiers liens et d'amorcer le début d'une coopération sur du plus long terme. Enfin, la dernière question à se poser, ça va être quoi? Et ça, c'est évidemment la base, c'est qu'est-ce que je veux faire dans ce projet, hein. Et c'est ça qui va déterminer l'action clé sur laquelle on va émarger. Donc, est-ce que je veux permettre à mes élèves, mes apprentis, mes étudiants de faire un stage professionnel en Europe? Est-ce que je veux les faire partir pour une partie de leurs études ou de leur scolarité dans un autre établissement européen? Est-ce que je veux faire partir mes enseignants, mes formateurs, observer des pratiques, suivre des cours, enseigner en Europe? Pour toutes ces activités-là, on est sur l'action clé 1, la mobilité des individus. Si en revanche, je veux travailler à la création de contenus pédagogiques innovants, à l'échange de pratiques sur une thématique, vraiment à des projets de coopération, donc là, on est sur l'action clé 2, partenariat. Et c'est comme ça qu'on détermine l'action clé sur laquelle on va émarger. Alors, on a répondu à pas mal de questions fondamentales quand même. Hein. Qui, pourquoi, avec qui. Une dernière question, Laura, je suis enseignante, je veux partir à l'étranger, suivre des cours. Comment je fais pour trouver un cours qui m'intéresse, tout simplement? Oui, alors le premier outil qu'on peut vous proposer, et Marielle reviendra sur d'autres outils juste après, c'est School Education Gateway, qui est donc une plateforme en ligne, une plateforme européenne dédiée à l'enseignement scolaire, mais au sens large, elle est dédiée aux enseignants, hein, réellement, qui propose dans une rubrique dédiée opportunités Erasmus+, un catalogue de cours. Donc c'est un premier pas pour aller chercher une formation, sachant que n'importe quelle structure européenne peut proposer sa formation sur ce catalogue-là. Donc c'est possible d'aller voir dessus, puisqu'en effet, participer à des cours structurés, ça fait partie d'activités qui sont finançables dans le cadre de l'action Clé 1 Mobilité. Alors, je me tourne vers Marielle Gaudin. Est-ce qu'il y a d'autres outils, toujours pour mieux se renseigner, démarrer son projet ? Oui, tout à fait. Donc, d'autres outils pour toujours vous aider dans l'élaboration de vos projets Erasmus+. Donc, des outils, c'est moi qui passe la première slide, non, voilà. Des outils comme Euroguidance, par exemple. Donc, Euroguidance, c'est un réseau européen de centres de ressources pour l'orientation et la mobilité. C'est un réseau qui existe depuis 28 ans, qui est destiné aux professionnels et qui va permettre d'aller chercher de l'information, par exemple sur les systèmes éducatifs ou les systèmes de formation en Europe, d'avoir accès à une multitude d'informations sur les financements de la mobilité, le guide des stages en Europe également. Donc vous avez un site internet où sont toutes ces ressources. Et également, le réseau Euroguidance propose un module de formation en ligne qui s'appelle Dynamo, donc développer, informer et accompagner sur la mobilité en orientation, c'est ce que veut dire ce sigle, et qui va permettre de se former à la mobilité pour vous professionnels. Vous avez différents modules, 4 exactement, donc l'intérêt de la mobilité, les différentes formes que peut prendre la mobilité, les outils européens de la mobilité ou encore le conseil en mobilité. Donc voilà, vous pouvez tout à fait aller vous former gratuitement toujours sur cet outil et visiter le site euroguidance.org et même le conseiller à vos bénéficiaires parce que vous avez notamment une carte, une séquence pays par pays où vous pouvez avoir plein d'informations pour préparer le départ. Ça, c'est un premier outil. Vous avez également le programme l'Agenda européen pour la formation des adultes, qu'on appelle nous à l'agence AEFA, qui va travailler sur certaines thématiques. Donc si vos projets concernent ces thématiques, comme les compétences transversales ou l'action de formation en situation de travail ou encore l'illettrisme, sachez que l'Agenda européen des adultes mène en France des expérimentations innovantes sur ces sujets. L'objectif de ce programme, c'est de favoriser l'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi.
Et donc, l'AEFA a travaillé notamment sur les compétences transversales. Vous avez 2 guides à disposition, toujours sur le site de l'agence. Évaluer les compétences transversales ou reconnaître les compétences transversales en situation de travail. Donc, si votre projet aborde ce thème, n'hésitez pas à aller consulter ces guides. Et vous avez le dernier né, qui est le petit guide de la FEST, Action de formation en situation de travail, qui est également disponible sur le site de l'agence. L'AEFA a aussi développé un module de détection de l'illettrisme et travaille aujourd'hui sur l'inclusion numérique. Voilà une ressource supplémentaire. Laura l'a abordé tout à l'heure, vous avez également la plateforme eTwinning. Donc eTwinning, c'est une plateforme numérique qui est destinée aux établissements scolaires européens, mais également aux établissements de la formation professionnelle initiale. L'objectif d'eTwinning, c'est de mener des projets virtuels à la base. Et dans le cadre d'Erasmus+, vous avez également plein de fonctionnalités dont vous pouvez vous servir, notamment s'inspirer d'autres projets, aller voir ce que les différents établissements scolaires européens ont déjà développé comme projet, sur quelle thématique, ça peut toujours vous inspirer. Vous avez un module spécifique de recherche de partenaires européens, donc ça c'est vraiment une entrée pour les établissements scolaires pour aller chercher des partenaires. Et vous avez également l'opportunité de mener des projets hybrides, ce qu'on appelle moitié en virtuel et également en présentiel grâce à cette plateforme eTwinning. Enfin, grâce à eTwinning, vous pouvez également donner une dimension européenne, bien sûr, à vos projets en diffusant vos résultats, en le portant à la plateforme. Vous avez notamment un espace qui s'appelle le Twin Space que vous pouvez rendre public et d'autres personnes peuvent accéder à vos résultats de projet tout au long de son déroulement. Notamment, ça peut être d'autres professeurs au sein de votre établissement pour leur donner également envie de participer à des projets à distance ou en présentiel. Vous avez une autre plateforme qui s'appelle EPAL. Alors EPAL, c'est la plateforme pour la formation tout au long de la vie, donc formation professionnelle ou formation des adultes. Alors c'est très simple, pour accéder aux toutes fonctionnalités d'EPAL, il suffit de se créer un compte sur la plateforme, toujours gratuitement, et vous avez accès à toutes les fonctionnalités et elles sont nombreuses. Donc la première, rechercher des partenaires. Vous allez pouvoir consulter les annonces qui sont déposées par les partenaires européens pour aller mener des projets, ou vous pouvez vous-même déposer une proposition qui sera visible par l'ensemble de la communauté. Vous pouvez évidemment vous informer, toujours pareil, s'inspirer, aller regarder quels projets ont été menés. Alors, sachez qu'EPAL est organisé en thématiques. Il y a 5 grandes thématiques comme les compétences ou le soutien aux apprenants, par exemple, ou l'employabilité, et 29 sous-thématiques. Donc, il y a de quoi se renseigner. Vous allez forcément trouver ce sur quoi vous travaillez et aller regarder et vous informer. Mais ce qui est intéressant dans EPAL, c'est que c'était également une plateforme collaborative. Il y a 84 000 utilisateurs en Europe. Donc, vous allez pouvoir forcément échanger avec des gens qui ont déjà mené des projets similaires ou des projets ressemblants et avoir des conseils, échanger avec eux de façon concrète directement via la plateforme. Enfin, EPAL, c'est également un endroit pour diffuser vos résultats et on sait que dans la candidature, voilà, comment aller valoriser votre projet, c'est une information importante. Donc vous pouvez écrire des articles sur EPAL et nos collègues EPAL à l'agence se chargent aussi de traduire vos articles pour qu'ils soient visibles par les collègues européens. Et voilà, vous allez ainsi donner vraiment un éclairage européen à vos projets. Voilà pour ces 4 premiers outils. Oui, c'est déjà énorme. On continue d'avancer pas à pas avec vous, Aude Richard. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on peut déposer une candidature ? Oui, alors c'est vrai qu'on a bien travaillé, on a répondu à plein de questions. Maintenant, on est prêt, on veut y aller concrètement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On commence en allant tout de suite sur la plateforme des porteurs de projets. Donc jusqu'à maintenant, cette plateforme s'appelait Pénélope+. Pour ceux qui ont monté des projets, vous la connaissez. On a un nouveau guide qui va sortir, un nouveau programme, donc il y a un nouveau site internet bien sûr qui va changer, qui va s'appeler Mon projet Erasmus. Donc ce site internet existera quand le guide sortira, donc on attend encore un peu. En attendant, vous pouvez aller sur Pénélope pour vous renseigner. L'architecture des 2 sites est sensiblement la même. On y rentre par action clé, donc soit je fais de la mobilité, des partenariats. Maintenant, on a réussi à répondre à ces questions. On sait à quel secteur on appartient. Une fois qu'on a choisi tout ça, on tombe sur ce qu'on appelle une fiche action. Sur cette fiche action, en fait, on y retrouve un résumé donc, de l'action dans le guide, une brève présentation, les modalités pratiques, des informations et notamment voilà, les dates de dépôt de candidature, encore un lien vers le guide, etc. Bien entendu, c'est ici que l'on retrouve le lien pour compléter son formulaire de candidature, parce que les formulaires sont gérés par la Commission européenne. Donc bien sûr, nous, on vous met sur le site le lien vers le site de la Commission pour que vous puissiez
télécharger votre formulaire de candidature. Le site est plutôt fait de manière intuitive, ça suit la préparation de la candidature. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tout ce qu'on vient de voir, tous les outils sont dans ce document, donc sont sur le site. Vous retrouverez le guide du programme, le fameux BON dont on a parlé, le lien vers eTwinning, vers EPAL, voilà. C'est ça, on peut faire des allers-retours entre les outils et puis le formulaire quand on ne sait pas très bien quoi répondre. Exactement, il y a énormément de documents qui sont en ligne, donc voilà, c'est pas mal. Alors, il faut parler peut-être de la grille d'évaluation aussi. Oui, exactement. Alors, vous verrez qu'il y a effectivement pas mal de documents qui sont en ligne. Donc, c'est vrai que d'une part, il y a les documents officiels, le guide du programme, le BON, etc. L'agence met à votre disposition des outils pour vous accompagner, des tutoriels. Alors, ça peut être des vidéos, des petits guides papier. Ça, c'est sur des thématiques bien précises. Quand on voit qu'il y a des problèmes qui remontent, on essaie de créer un document pour accompagner les candidats. Ça peut être notamment pour créer un budget, pour comment on mesure l'impact de son projet. Donc voilà, ça, c'est des sujets qui peuvent poser problème. Donc à ce moment-là, nous, on apporte des petits documents pour accompagner les candidats. Et il y a quand même 2 documents qui sortent du lot. C'est donc la grille d'évaluation et le formulaire commenté. Donc le formulaire commenté, c'est exactement la candidature qui est reprise pas à pas, page par page, où dans chaque partie, on donne les indications sur ce qui est attendu des candidats. Et également la grille d'évaluation, donc là qui émane de la Commission européenne. Donc c'est un document fixe pour tous les pays en Europe. Et là, évidemment, il faut la lire pour savoir sur quels critères le projet sera évalué. Ce sont les objectifs, finalement, auxquels doit répondre le projet. C'est ce que l'on attend des candidats. Voilà, on retrouvera toutes les informations dans ces 2 documents principaux. Justement, puisque vous parlez d'évaluation, qu'est-ce qui fait que mon projet pourra être sélectionné ou pas? Est-ce que vous avez des conseils, des astuces pour rédiger un projet de qualité, puisqu'on parlait de qualité tout à l'heure? Oui, c'est vrai qu'il y a des petites choses à savoir quand même. Tout d'abord la rédaction, donc ça peut paraître assez évident, mais c'est vraiment important de le répéter. Voilà, quand on rédige un document comme ça, il faut qu'il se soit clair, le plus objectif possible. Faites-le relire par quelqu'un d'extérieur pour qu'il ait une vision, pour qu'il vous dise tiens, j'ai pas compris ce point-là. Il faut que ce soit fluide, parce que la plupart du temps, les projets sont écrits en équipe avec plusieurs personnes, donc il y a parfois plusieurs styles d'écriture. Donc voilà, essayez d'être plutôt uniforme et n'utilisez qu'une seule langue. Sachez que les formulaires de candidature peuvent être complétés dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, français, anglais, espagnol, peu importe. Voilà, mais veillez à ce qu'il y ait une unité quand même dans le document. Ensuite, en ce qui concerne la cohérence et la faisabilité du projet, encore une fois, faites un projet à votre image, en fait. Il n'y a pas de bon ou de mauvais projets, de petits ou de grands projets. Voilà, tous les projets valent la peine d'être financés à partir du moment où ils sont cohérents. Donc ne soyez pas trop ambitieux dans votre candidature, mais surtout réaliste. Voilà, soyez le plus réaliste possible. Comme on l'a vu, quand le projet part d'une bonne analyse des besoins, quand vous avez fait l'état des lieux sur le terrain, de vos structures, de chez vos partenaires, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer, une fois que vous avez bien identifié ça, vous verrez que toutes les questions vont se dérouler complètement naturellement et de manière logique. Les objectifs vont apparaître très logiquement, les résultats également. Voilà, qu'est-ce que je veux obtenir? Là, on a indiqué résultats mesurables parce qu'effet, on va vous demander de trouver des moyens de dire tiens, combien d'élèves, combien de personnes, combien de structures. Voilà, ça peut être de l'évaluation quantitative ou qualitative. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, ça a l'air de demander un peu de travail, mais une fois que la candidature est bien rédigée, c'est vraiment le fil conducteur qui vous accompagnera tout au long de votre projet. Ça, dans la réalisation du projet aussi, pour soi-même. Exactement, ça peut durer de 6 mois à 3 ans. Donc voilà, c'est quand même hyper important de bien blinder cette candidature. Et juste 2 derniers points qui parfois ne sont pas toujours bien abordés par les candidats, donc je me permets de l'indiquer. J'allais vous poser la question, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous voyez dans les projets? Et oui. Ce qui peut arriver parfois, c'est de sous-estimer certains points, notamment la communication et la diffusion du projet. Ça, on se dit, on verra plus tard, une fois que le projet est terminé, c'est comme l'impact, je verrai bien ce que ça donne. Non, tout ça, c'est important de l'anticiper dès le départ.
Encore une fois, ça donne un objectif à suivre durant votre projet. Et ça, il y a des choses qui sont faites qui sont souvent évidentes. Quand on parle de communication et de diffusion, nous, on conseille bien sûr de faire un petit plan de communication autour du projet. Mais bon, voilà, vous n'êtes peut-être pas spécialiste de la communication. Donc c'est pour ça, travaillez en équipe, regardez autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux, qui a des idées, et même que ce soit au niveau européen ou français. Faites-vous accompagner. Vous pouvez participer à des salons, à des conférences, faire les Erasmus Days, faire des journées portes ouvertes dans votre structure et inviter vos homologues à partager le projet. Donc ça, c'est des choses qui souvent sont faites naturellement au sein des structures, mais voilà, qui est quand même important d'écrire sur papier, de se donner des idées. Et enfin, juste la plus-value européenne. C'est quand même le plus important. C'est quand même le plus important. Et évidemment, c'est ce qu'on disait, c'est évident, on n'en parle pas toujours. Mais qu'est-ce qui fait que mon projet, je veux lui donner une couleur européenne? Pourquoi je fais un projet Erasmus? Pourquoi je ne reste pas juste en France à faire ce projet? Voilà, c'est cette petite question qu'il ne faut pas oublier de traiter. Oui, une petite question très centrale. Alors, on a vu qu'on pouvait s'inspirer d'autres projets réalisés. Ça fait beaucoup de documents quand même à consulter, tout ce que vous avez cité. Il est possible aussi de se faire accompagner durant la rédaction quand vraiment on est bloqué sur un problème. Est-ce qu'on peut échanger avec une vraie personne de vive voix? Oui, c'est vrai que parfois on a besoin juste de discuter, de savoir si on a bien compris tout ce qu'on a lu. Et effectivement, donc, la première chose à faire, c'est vous pouvez vous tourner vers nous, bien sûr, vers l'agence Erasmus+, Éducation et Formation. On est là pour répondre à vos attentes, par mail, par téléphone. Attention, on couvre quand même tout le territoire français, donc on n'est peut-être pas toujours disponible dans les dates limites, quand c'est les dates limites de dépôt de candidature. Il faut arriver en ayant très avancé, bien sûr, sur son projet. On peut arriver à tous les stades, quand les personnes ont besoin d'orientation aussi, parfois en disant « tiens, je suis à cheval sur 2 secteurs, je ne sais pas ». Bon, voilà, on est bien sûr là pour vous renseigner. Et la première chose à faire, c'est d'aller sur la plateforme des porteurs de projets. Donc aujourd'hui, Pénélope+, demain, mon projet Erasmus. Et c'est là où on met à votre disposition tous les documents pour répondre aux questions qui sont fréquemment posées. Après, il y a d'autres contacts, notamment les contacts en région. Vous pouvez contacter les développeurs de la mobilité. Vous retrouverez leurs coordonnées sur le site internet de l'agence. Ce sont des personnes qui, soit par leur fonction, soit par leur expertise, peuvent apporter conseil. Donc, ils sont répertoriés par l'agence et ça peut être des personnes comme par exemple les DAREIC qui travaillent au sein des rectorats pour les relations internationales. Ça peut aussi être le service Europe de la Chambre de commerce et d'industrie, de la région. Voilà, vous pouvez contacter toutes ces personnes-là. N'oubliez pas de regarder autour de vous surtout, juste tout simplement au niveau local, qu'est-ce qui se fait. Bien entendu, pour les structures plus importantes, notamment, je pense, aux établissements de l'enseignement supérieur, contactez vos services des relations internationales qui sont des spécialistes dans le montage de projets. Donc encore une fois, on travaille en équipe, on réunit tout le monde et on monte son projet. Et enfin, toujours les anciens porteurs de projets Erasmus qu'on peut trouver sur la galerie des projets ou sur la plateforme des projets européennes. On peut les contacter même. On les contacte et c'est vrai que tout le monde est... vous verrez qu'en général, on est bien reçus. Les anciens porteurs de projets sont toujours ravis de parler de leur projet Erasmus et de partager leur expérience. Alors quand même, depuis le début, on parle beaucoup de la qualité du projet et c'est de là que va découler ensuite toute la fluidité du projet, le fait qu'on sera bien sûr accrédité, financé. Marielle Gaudin, comment on s'assure de la qualité de son projet? C'est-à-dire, est-ce que là aussi vous avez des outils spécifiques que la Commission européenne met à disposition? Oui, bien sûr. Alors, tous les outils que je vous présente aujourd'hui apportent de la qualité à votre candidature et à vos projets. Donc, il y a eu les 4 premiers outils que je vous ai présentés tout à l'heure. Il y en a 2 autres qui concernent davantage l'accompagnement du bénéficiaire final, mais qui sont tout à fait primordiaux, qui est un élément tout à fait primordial dans la candidature. Il y a bien sûr Europass. Donc, je vous ai présenté dans la session précédente la nouvelle plateforme Europass pour accompagner les compétences, la gestion des compétences et des carrières tout au long de la vie. Là, je vais me concentrer davantage sur les 3 documents de valorisation des compétences que vous pouvez proposer à vos bénéficiaires. Il y a bien sûr celui qui concerne directement la mobilité, c'est Europass Mobilité. Donc vous avez un guide à disposition sur le site de l'agence. Donc l'Europass Mobilité
À quoi ça sert? C'est tout simplement un document que vous, porteurs de projet, vous demandez à l'agence pour pouvoir, sur place, détailler les compétences acquises pendant la période de mobilité à l'étranger. Et c'est un document qui a une vraie finalité d'utilité pour le bénéficiaire. C'est-à-dire que le bénéficiaire va recevoir son Europass Mobilité, signé par son tuteur, avec le détail des compétences qu'il a développées pendant son séjour à l'étranger, et il va pouvoir s'y référer pour soit parler de sa mobilité, soit piocher dans une compétence pour la mettre dans son CV plus tard. C'est vraiment utilité du bénéficiaire. Donc ça, c'est pour les périodes de mobilité. Vous avez un autre document qui est dédié aux diplômés de l'enseignement supérieur. Donc là, je m'adresse davantage aux établissements de l'enseignement supérieur avec le supplément au diplôme. Vous avez également un guide qui est disponible sur le site de l'agence pour vous accompagner à le mettre en place dans votre établissement. Je rappelle que ce document est obligatoire pour tout diplôme du supérieur et qu'il retrace, même chose, toutes les compétences acquises par le diplômé, bien sûr pendant son parcours académique, mais également toutes les compétences qu'il a acquises en dehors pendant le temps universitaire, par exemple. Donc ça peut être ses activités bénévoles, ses engagements citoyens, ses périodes de mobilité, bien sûr. Voilà. Et ce sont les documents Europass, des documents reconnus dans 35 pays européens, donc qui peuvent être importants des fois pour un jeune diplômé, pour aller s'inscrire dans une université à l'étranger, on lui demande son supplément au diplôme. Les compétences sont ainsi mieux lisibles par toute personne extérieure. Et vous avez un dernier document Europass qui s'appelle le supplément au certificat, qui vise également à détailler les compétences acquises, mais cette fois pour toutes les certifications de la formation professionnelle. C'est un document qui, lui, contrairement au supplément diplôme, n'est pas nominatif. Il se télécharge directement sur le site de France Compétences. Donc, c'est le site où il y a également le répertoire national de la certification professionnelle. Vous recherchez la certification en question. Vous avez un bouton Europass sur lequel il suffit de cliquer pour avoir votre supplément au certificat. Et vous pouvez ainsi expliquer ou mieux faire comprendre à un tiers toutes les différentes compétences que vous avez acquises lors de cette certification. Voilà pour Europass. Donc, vous pouvez mentionner pour améliorer la qualité du suivi du participant. Et enfin, vous avez également, si vos bénéficiaires sont des lycéens professionnels ou des apprentis, la possibilité d'organiser des mobilités à visée certificative. Alors, qu'est-ce que c'est que la mobilité à visée certificative? Tout simplement, pour des lycéens professionnels ou des apprentis, vous avez une certification en France qu'ils vont passer. Eh bien, vous pouvez tout à fait faire valider une partie de cette certification, quelques compétences, un bloc, à l'étranger pendant la période de mobilité. Le gros intérêt de cette mobilité à visée certificative, c'est que la mobilité, elle est totalement intégrée dans le parcours académique de l'apprenant. Pour mettre cette démarche en place, vous avez une équipe d'experts à votre disposition, on appelle les experts ECVET, vous avez leur adresse qui s'affiche ici sur l'écran, qui vont vous permettre de vous accompagner, de vous donner des conseils personnalisés à votre structure, à vos lycéens, à vos apprentis, et de vous donner d'autres informations sur les outils de la transparence. Alors, je vous ai présenté au total 6 outils. Alors, ça fait peut-être beaucoup à retenir pour une session, mais ne vous inquiétez pas. Avec mes collègues des outils et réseaux européens à l'agence Erasmus, nous avons conçu cette infographie. Elle n'est pas faite ici pour la lire, mais sachez qu'elle est disponible sur le site de l'agence Erasmus. En allant dans Menu Outils et réseaux européens, vous allez pouvoir télécharger cette infographie et elle vous aide tout au long des différentes phases du projet à expliquer comment ces différents outils que je vous ai présentés vont pouvoir vous aider. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous en êtes à concrétiser votre projet. En amont, vous avez des idées, vous êtes en train de le mettre en place. Vous pouvez, à ce moment-là, aller regarder sur EPAL et vous inspirer des thématiques qui sont abordées. Vous pouvez également aller vous former sur la mobilité avec le module Dynamo d'Euroguidance, aller rechercher un guide fait par l'AEFA sur les compétences transversales, par exemple, ou alors accéder à des formations sur eTwinning également. Voilà différentes possibilités. Un autre exemple, ce sera le dernier, après je vous laisserai découvrir le document. Au moment de rédiger la candidature ou l'accréditation, on va vous demander, comme l'a expliqué Aude et Laura, de remplir différentes rubriques. Et là, c'est très important de se projeter. Donc, comment les outils et réseaux européens vont pouvoir vous aider? On va vous demander comment justement vous utilisez ces outils, comment vous accompagnez le participant, comment vous coopérez avec d'autres acteurs, ou encore comment vous allez diffuser vos résultats. Et bien là encore, les outils et réseaux européens vont pouvoir vous accompagner dans cette phase pour compléter ces rubriques. Juste un exemple à l'intérieur de cette rubrique, accompagner le participant. Là encore, vous pouvez expliquer que vous allez par exemple
auto-évaluer les compétences linguistiques des candidats avant le départ sur la plateforme Europass et délivrer un Europass Mobilité pour valoriser les compétences. Vous allez pouvoir identifier les compétences transversales grâce au guide de l'AEFA ou encore mettre en place une mobilité à visée certificative. Comment je vais partager et diffuser mes résultats? On l'a vu, EPAL et eTwinning sont deux formidables plateformes avec une visibilité européenne pour pouvoir donner, avoir vos résultats de projet. Donc n'hésitez pas à aller télécharger cette infographie et sachez qu'utiliser les réseaux et outils européens, c'est une vraie plus-value pour votre candidature, c'est un gage de qualité qui peut vous faire gagner des points et vous permettre d'être retenu. Bon, alors si on résume, vous nous avez donné énormément d'informations, vous avez fait quand même un extraordinaire effort de pédagogie parce qu'on voit que finalement là, il y a déjà des réponses qui sont dans tous les documents qu'on peut consulter. La première chose à retenir, c'est qu'il faut prendre connaissance du guide du programme. Ne le cherchez pas, il n'est pas encore sur Internet, mais il va l'être au printemps. Et en attendant, il y a Pénélope qui peut servir, et puis tous les outils que vous avez cités aussi, Marielle. Deuxième chose, bien définir son projet, créer son équipe. Troisième chose, présenter un projet qui répond à des besoins identifiés, évidemment en lien avec les priorités européennes. Et puis surtout, se faire accompagner pour éviter les crises de nerfs. Moi, ce que je comprends aussi, c'est que, et on l'a vu, j'ai animé d'autres séminaires pour l'agence Erasmus, les participants, les gens qui montent des projets Erasmus disent c'est vrai qu'au début c'est un gros investissement de temps, mais une fois qu'on a compris comment ça marche, une fois qu'on est rentré dedans, et d'autant plus avec le nouveau programme simplifié là, qui arrive, finalement c'est faisable et ça en vaut la peine, non? Est-ce que c'est ce que vous diriez toutes les trois, Aude Richard? Ah oui, non, vraiment, je pense que tous ceux qui ont testé Erasmus l'ont approuvé et là on voit vraiment l'intérêt que ça a sur... les participants, les enseignants, le personnel administratif, c'est vraiment très très bien. Ouais. Et puis ce sont des projets plutôt simples en fait par rapport à d'autres projets européens. On traite d'éducation et de formation, on en a plus que jamais besoin, donc ouais, c'est vraiment bien. L'investissement temps, Laura Rodriguez, vous en entendez parler aussi. Oui, c'est quelque chose qu'on entend souvent, ça prend beaucoup d'énergie, voilà, c'est un vrai investissement et ça on ne peut pas le nier, on sait que monter un projet, voilà, on remercie d'ailleurs toutes les personnes qui se lancent, qui consacrent certainement beaucoup de temps à la rédaction de projets. Un petit conseil quand même peut-être, on a présenté tout plein d'outils, on a vraiment parlé du guide de programme, de plein de tutoriels, etc. Là, l'idée, c'était de vous montrer vraiment des étapes et de prendre justement le temps de faire étape par étape. On a des fois des candidats qui nous appellent en disant « Bon, je viens de passer 24 heures à lire tout le guide en entier, tous les tutoriels, etc. » Et donc, évidemment, ça fait beaucoup d'informations. Le guide, c'est plusieurs centaines de pages. L'idée, là, ce n'était pas de vous dire de lire tout, mais c'est vraiment de prendre étape par étape et d'aller consulter justement à chaque moment quel outil, quelle partie du guide, quelle section. Voilà. Oui, et ça, c'est vraiment quelque chose... Il y a forcément plein de documents qui ne vous concernent pas. On peut vous rassurer. Voilà. Marielle Gaudin, peut-être un dernier mot? Voilà, moi, mon dernier mot, ça serait effectivement depuis le début de la matinée, on voit que tous les bénéfices sur les bénéficiaires et sur les porteurs de projets que peut avoir le fait de monter un projet Erasmus. On vous a présenté beaucoup d'aides. Effectivement, comme vous le disiez, tout n'est pas pour tout le monde. Mais en tout cas, Erasmus+ met en place tous les outils possibles pour vous aider à mener au mieux vos projets. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir.